Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus. Place à l'info régionale du week-end avec à la une ce soir la découverte d'un nouveau corps sur la plage de Sainte-Claire à Goyave. Il s'agit d'un des pêcheurs portés disparus depuis le chavirage de leur embarcation jeudi au large de Capesterre. La dernière victime aurait été retrouvée également ce soir. Nous sommes allés à Terre-de-Haut pour la cérémonie d'investiture de Louli Bonbon. Le nouveau maire reprend les commandes de la commune et entend rassembler la population et se consacrer aux dossiers urgents comme l'assainissement ou encore la gestion des déchets. Axel Taillandier, vainqueur du championnat de cyclisme élite sur route. Le coureur de l'Excelsior devance Mévin Gène du CSCA et son coéquipier Yonis Pérez. 160 km de course au gosier, les temps forts à revivre dans ce journal. Et puis nostalgie et esthétique avec une exposition de voitures anciennes. Elles ont fait leur show à Baïf récemment devant des visiteurs captivés et admiratifs. Un deuxième corps a donc été retrouvé ce matin à l'aube sur la plage de Sainte-Claire à Goyave, 48 heures après la découverte sur la même plage du premier des 3 marins disparus en mer. Leur embarcation avait chaviré jeudi dernier au large de Capesterre-Belle-Eau. Michael Bastide et Bruno Ponciovillon se sont rendus sur place. Sur la plage de Sainte-Claire à Goyave, ce riverain nous emmène à l'endroit où un corps sans vie a été retrouvé ce matin au lever du soleil. On l'a trouvé quoi là? Quand on est arrivé là comme ça, ils ont embarqué quand on est là comme ça. À qui laisse ça fait? 6h moins de quart comme ça. Où tu es là? Ben, c'est frère moi qui découvre. Moi venu après arriver à 6h. Et dans ce qui circonstances frère trouvé? Il était quand marché ces plages là? Ben, c'est monsieur qui a marché ces plages là, monsieur qui a été tout près là. Selon les témoins, il s'agit bien d'un des 3 hommes disparus en mer jeudi dernier. Cette découverte intervient 48 heures après que le corps du premier naufragé ait été retrouvé sur cette même plage. Premier corps là, où l'a trouvé? C'est bon plus loin. J'ai trouvé un bassin là, en virage là. Combien de mètres à peu près? On comptait on regardait 200 mètres. 200 mètres environ. Malheureusement, nous ne pouvons pas attendre notre temps, nous passons si vivant toujours. Il y a une question qui est vivant. Le 3e homme est toujours porté disparu, 4 jours après le naufrage de leur embarcation au large de Capesterre-Belle-Eau. Et selon nos informations, le corps du 3e et dernier disparu aurait été retrouvé ce soir sur cette même plage. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet. En bref, les 2 derniers suspects impliqués dans la mort d'Arnaud Blanc, le gendarme abattu en Guyane à Dorlin au mois de mars, lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal, ont été interpellés au Brésil. L'intervention a eu lieu le 19 mai grâce à une collaboration franco-brésilienne. Il prône la réconciliation et veut rebâtir Terre-de-Haut. Une semaine après avoir remporté l'élection municipale dès le premier tour face à Hilaire Brudet, Louli Bonbon a entamé officiellement son 2e mandat ce dimanche. Une investiture en grande pompe, comme nous le montre ce reportage à Terre-de-Haut de Lydia Quérin et Ronnie Maletti. Une intronisation sous les acclamations de ses supporters. Louli Bonbon est officiellement le maire de Terre-de-Haut. Dans son discours, l'homme souhaite rassembler une population divisée par le scrutin. Je veux saluer aussi ceux qui n'ont pas voté pour nous. Nous travaillerons dans les années à venir pour l'ensemble de la population, sans distinction aucune. 3 ans, c'est ce qu'il reste à Louli Bonbon pour mettre en œuvre son projet municipal. Nous sommes une petite île fragile et il faut absolument que la gestion des déchets et les problèmes d'assainissement soient réglés définitivement. On ne peut pas penser développement touristique, on ne peut pas penser amélioration de la qualité de vie si les poubelles jonchent les rues et si les bouches d'égout débordent au quotidien. Et ça, ce sont des problèmes basiques. La population de Terre-de-Haut a choisi, la population de Terre-de-Haut a voté. Donc aujourd'hui, c'est le temps maintenant pour travailler. Pendant 2 heures, dans une mairie pleine à craquer, les discours se sont enchaînés. À l'extérieur, les partisans du nouveau maire, eux, jubilent. Félicitations pour notre maire.
Lui, l'autre, il a fini, oui, il a fini. On a pas de majorité super, 200 voix de majorité. C'est la première fois qu'on voit ça de haut. Ça fait longtemps qu'on attendait ce changement et je suis satisfaite et très heureuse de ce qui va se passer aujourd'hui. C'est un renouveau avec les jeunes. Donc c'est eux demain qui seront là au pouvoir, c'est eux qui vont mener le pays, donc il faut leur laisser la chance. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est tous derrière eux et vive Rebâtir. Les opposants à Louli Bonbon rencontrés ce jour-là n'ont pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. Ils se disent dans l'attente d'un réel changement pour Terre de Haut. Et vous l'avez vu, plusieurs élus étaient présents pour cette investiture. Guy Losbar, Jocelyn Sapoti ou encore Jean-Philippe Courtois. Le président du conseil départemental, Guy Losbar, affiche son soutien. Il a déclaré qu'il s'engage aux côtés de Louli Bonbon pour rebâtir Terre de Haut main dans la main, notamment dans le cadre du contrat de pays dont l'élaboration sera lancée dès le mois prochain. On a suivi leur départ hier de Basse-Terre et nous étions aussi à l'arrivée des marcheurs qui ont rendu hommage aux combattants de la liberté ce dimanche. La marche, si trace à Ignace, s'est terminée aux Abîmes sur le boulevard des Héros après de longues heures de parcours, de nuit comme de jour, et plus de 60 km pour une cause mémorielle, les événements de mai 1802. On écoute Nita Brochamp, membre du Comité international des peuples noirs, le CIPN. Elle est au micro de Bruno Pancio-Villon. Nous sommes partis à plus de 200, nous sommes arrivés pratiquement à 200. Donc je pense que c'est vraiment une très très belle réussite et je pense que tout le monde est content, tout le monde est fier et tout le monde est honoré d'avoir pu rendre cet hommage à Ignace et à Marthe Rose. Alors cette marche n'est pas une compétition, il n'y a pas de vainqueur? Absolument pas. Si ce n'est la mémoire? Absolument pas, il n'y a pas de compétition, c'est une marche en conscience pour se souvenir que nos héros se sont battus et sont partis du fort d'Elgrès pour arriver à Pointe-à-Pitre pour s'opposer au rétablissement de l'esclavage en 1802. Tout le monde est content, tout le monde arrive fatigué, très fatigué, usé et tout, mais content d'avoir pu se dépasser, parce que c'était ça aussi, de ça qu'il était question, de se dépasser, de se mettre sur les traces de nos ancêtres. Cette question, à présent, saviez-vous qu'il existe une journée internationale de la santé des végétaux? Une action initiée par les Nations Unies depuis 3 ans. Une véritable préoccupation pour l'ONU d'ailleurs, car les ravages et les maladies des plantes sont souvent impossibles à éradiquer. Prendre soin des plantes, c'est désormais l'affaire de tous. Une pépiniériste nous a confié quelques-uns de ses secrets pour garantir notamment la santé de ses orchidées. Mickaël Bastide. Des feuilles flétries, jaunies ou trouées, ces plantes malades nécessitent des soins adaptés. Un espace de convalescence leur est dédié dans cette pépinière avec pour objectif de les aider à recouvrer la santé. Le but, c'est de ne pas perdre la plante et de réagir assez rapidement. Donc si le client ne peut pas, moi je prends la relève. Donc la plante est hospitalisée. Les plantes sont des êtres vivants et elles ont aussi besoin de soins. Dans la sphère des épiphytes, les orchidées hors sol aiment la lumière mais sont à l'abri du soleil. La coupe des racines abîmées ou trop longues fera du bien à cette orchidacée. Il faut toujours bien désinfecter son sécateur avec de l'alcool, car l'orchidée est sensible au virus. Pour être sûr que les racines sont bien mortes, parce que par moment elles sont marron, mais elles ne sont pas mortes. Donc je touche. Et une fois je suis sûre, donc je coupe. Donc en taillant, donc les racines se ramifient, on a de nouvelles racines qui sortent. Donc du coup la plante continue. Connaître la plante et respecter ses besoins aide à la maintenir en bonne santé. Mais lorsque les insectes ravageurs et les maladies attaquent les végétaux, la cochenille, c'est un piqueur suceux, c'est un insecte qui vit de la sève de la plante. Donc elle va se positionner sur la plante, la piquer et sucer sa sève. Ce qui va entraîner une pourriture, le jaunissement de la plante. Les traitements préventifs ou curatifs permettent parfois de contenir le bioagresseur et de soigner le végétal. Dans ce cas d'espèce, du savon noir à mélanger avec de l'alcool à brûler ou du jus de citron et de l'eau devrait permettre d'éradiquer la cochenille. Et je pulvérise bien sur les cochenilles. Une fois par semaine au moins jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cochenilles, vous en mettez. Conseil de pépiniériste pour garder ses plantes en bonne santé, toujours les observer, identifier l'insecte ou la maladie et ne surtout pas attendre le dernier moment pour traiter le problème.
Ce soir, comme tous les dimanches, on met à l'honneur les jeunes Guadeloupéens qui innovent ou leur réussite. Illustration avec une entrepreneure, Tessa Whitaker. Elle est une experte en senteur, elle est ce qu'on appelle en nez. Après s'être formée dans l'une des plus grandes écoles de parfumerie, elle est revenue en Guadeloupe pour créer sa propre marque de parfum. C'est une rencontre signée Eddie Golapcan et Ludovic Guédu. Voilà maintenant 5 ans que les parfums Teloa se sont fait une place dans la parfumerie guadeloupéenne. Un tout petit univers, à vrai dire, que Tessa Whitaker occupe seule. Après de brillantes études scientifiques, c'est au cours de sa 3e année de licence sciences biologiques qu'elle trouve enfin sa voie, presque par hasard. Quand j'ai terminé la 3e année de licence, j'ai vu un documentaire qui s'appelle La chimie et ses métiers. Et le dernier volet parlait de la parfumerie. Ça fait titre, vraiment. Direct, je me suis dit, ah, c'est ce que je veux faire. Pour moi, c'est vraiment très personnel, ça allie la science, donc la chimie, à l'art. Elle décide donc de quitter le monde des labos, un univers qui lui était totalement dédié. Elle part donc se former à l'école de parfumerie de Grasse, Grasse Institute of Perfumery, la plus réputée de France et certainement d'Europe. Pour entrer dans cette école, il fallait déjà avoir une base. Si par exemple je te dis vétiver, santal ou cèdre, il fallait que je sache déjà qu'est-ce que ça sentait et qu'est-ce que c'était. Donc avant de rentrer dans cette école, j'ai dû m'auto-former, m'auto-éduquer. J'ai dû aussi apprendre l'anglais plus couramment parce que c'est une formation entièrement en anglais. Brillamment diplômée et repérée par de grandes maisons de parfums, c'est pourtant en Guadeloupe qu'elle décide de revenir. C'est une opportunité d'apporter d'autres types de métiers. En Guadeloupe, c'est un côté patriotique, vraiment un geste patriotique que j'ai fait pour moi-même et pour la Guadeloupe. C'était très important puisque j'ai eu des offres, notamment aux États-Unis ou à Grasse, et j'ai dit non pour entrer en Guadeloupe. En 2008, elle lance donc sa marque de parfum à base d'alcool de canne, un alcool pur à 98% qu'elle se procure directement à Sainte-Rose. Il fallait apporter une vraie valeur ajoutée. Il faut savoir que les matières premières que j'utilise ne sont pas toutes issues de la Guadeloupe pour des raisons de législation, donc de réglementation. Et j'aimerais apporter le maximum venant d'ici. Et l'alcool qui est un composant très important finalement, pour mes parfums, j'ai trouvé que c'était vraiment de la valeur ajoutée de mes parfums. Les parfums Teloa se déclinent depuis en plusieurs catégories, boisés, fleuris ou marines, et plaît aussi bien à la jante féminine que masculine. Oui? Bonjour, comment vas-tu? Eh bien, bienvenue dans le showroom de Teloa. Avant de se lancer dans une production artisanale, Tessa a d'abord souhaité se faire connaître dès 2010 par des ateliers de création de parfums. Des ateliers qu'elle continue à animer afin de convaincre de nouveaux adeptes. Je trouve que c'est une très très belle opportunité, c'est un très beau concept qu'elle a lancé. Je ne savais pas en fait qu'en Guadeloupe on avait des parfumeurs, qu'on avait de telles compétences et j'y pense du coup pour la fête des mères, ça peut être une très 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 belle surprise pour ma maman tout simplement. Les parfums Teloa se sont ainsi fait connaître d'une première cliente à une autre, mais aussi par les réseaux sociaux. La gamme étant déjà bien établie, Tessa travaille aujourd'hui à la réalisation d'un éventail de fragrances d'ambiance. Voilà notre rubrique Génération 2000 à retrouver en première diffusion tous les jeudis dans le journal de 13h. On passe au sport du cyclisme tout d'abord et le nouveau champion sur route de la Guadeloupe s'appelle Axel Taillandier de l'Excelsior. Il s'est imposé à Grandbois ce matin au Gosier devant Mévin Gène du CSCA et son coéquipier Johan Pérez. Un circuit de 8 tours, 160 km en tout. Une course que Daniel Marius a suivie pour nous avec Christian Nankin. Les 76 coureurs inscrits au départ de ce championnat devaient parcourir 160 km sur un parcours très compliqué. 8 tours de circuit où il fallait escalader Cocoyer et Grandbois à 8 reprises. Seuls 16 coupent la ligne. Après 2 tours, 10 coureurs s'échappent et ils accomplissent 6 tours en tête sans que le peloton ne revienne. Car dans ce peloton, 2 hommes se marquent, Boris Karen et Damien Ursel. Karen, lui, n'avait rien à faire car il avait placé 2 hommes à l'avant. Dans le 7e tour, Gène du CSCA et Taillandier de l'Excelsior prennent les devants. Mais Taillandier est trop fort. Il lâche ses compagnons d'échappée et il s'impose largement à Grandbois. Bravo Axel! Bravo!
J'ai déjà gagné 3 compétitions cette année, mais là sur un championnat c'est une autre saveur. Hein. C'est une des courses à gagner quand on est en Guadeloupe, avec une étape sur le Tour de Guadeloupe bien sûr. Donc c'est vraiment une victoire symbolique. C'était mon premier championnat de la Guadeloupe. Et voilà, porter le maillot de champion de Guadeloupe, ça va vraiment être un honneur. En plus, je pense que c'est l'un des plus beaux maillots de champion régional. Donc ça va vraiment être un plaisir et je suis très très heureux de ça. Le prochain rendez-vous, c'est à partir de vendredi avec le Grand Prix Boris Carène. Et on sera là également. Du football et retour ce soir sur la victoire en Guyane de la Gauloise. C'était hier face à l'équipe martiniquaise Golden Lion sur le score de 2-1. Les Bastériens se hissent en finale de la Coupe Vive. Ils affronteront l'ASC Caraïbes. Commentaire Karl Sivat. Terrible désillusion pour le Golden Lion qui a dû s'avouer vaincu face à la Gauloise. On sait que l'équipe de Golden Lion, c'est une équipe qui est joueuse, qui joue bien au ballon. Faut être patient et jouer nos coups à fond. Bon, c'est ce qu'on a su faire. Hein. On a eu 2, je dirais, vraies occasions. On a su les mettre au fond et surtout la dernière au bon moment. Dans le match entre clubs antillais, la première mi-temps a été plutôt équilibrée avec certes des occasions, mais une production au final qui n'a pas enthousiasmé le maigre public venu au stade. Et attention, oh là, il y aura peut-être un petit... À la 47e minute, Alvin Lamazine ouvre le score pour le Golden Lion, 1-0 pour les Martiniquais. On frappe de Lamazine et c'est le but. 10 minutes plus tard, le ballon pour Chris Manuel Petit d'une talonnade pour Davidas qui score. Égalité, un but partout. La fin de la partie a vu les deux équipes obtenir de belles occasions, mais par maladresse ou précipitation, on se dirigeait vers les tirs au but. Et puis, à la 94e minute, Davidas a crucifié les Joséphins. Là, ça fait un moment que j'attends des petits ballons avec beaucoup d'amour. En première mi-temps, ils ont essayé de me la donner avec amour, mais il n'y avait pas de réussite. Et là, la dernière passe, elle n'était pas faite. Et je me devais de finir l'action et j'ai fait un petit piqué. Attention, là, un ballon. Les Martiniquais n'ont pas connu la réussite hier soir. Oh là là, Kevin Parsemin. Aujourd'hui, on a été maladroit, mais dans les deux surfaces, puisque on marque pas sur les occasions franches qu'on a. J'ai pas retrouvé vraiment le jeu de mon équipe. Je pense pas qu'on s'était mis de pression supplémentaire parce que je leur avais dit on a gagné le plus beau titre cette année, c'est le titre de champion de Martinique. Et c'était bien si on pouvait mettre des bougies ou des étoiles sur le beau gâteau qu'on a gagné la semaine dernière. Lundi, la Gauloise de Basse-Terre disputera une finale inédite face à l'ASC Caraïbes. Et puis en match de classement, l'Étoile de Matoury sera opposée au Golden Lion. Eh bien justement, on vous propose quelques images du match de demi-finale de l'ASG Caraïbes qui s'est donc imposé au tir au but face à l'Étoile de Matoury. Les Cayennais n'étaient pas les favoris, mais ils ont su être efficaces dans cet exercice après un score nul, 0-0 dans le temps réglementaire. La Gauloise a l'occasion d'inscrire son nom au palmarès de la Ligue Antilles-Guyane en remportant la finale de cette coupe. Une affiche inédite entre deux formations qui faisaient office d'outsider avant le début du tournoi. On va retrouver en Guyane notre correspondant Sébastien Gilles. Sébastien, bonsoir. Alors, quelles sont les chances de l'équipe de Basse-Terre ? Bonsoir Laetitia, elles sont forcément entières, les chances de la Gauloise de Basse-Terre dans le cadre de cette finale, et deux raisons essentiellement. D'abord parce que les Basse-Terriens ont fait preuve lors de leur demi-finale d'une assise technique et d'une solidarité d'équipe remarquable qui leur a permis de passer la montagne que constitue le Golden Lion qui partait avec l'étiquette de favori dans ce tournoi. Et puis pour la deuxième raison, eh bien c'est également le côté expérience, parce que si la Gauloise n'a jamais atteint ce niveau de la compétition, la Gauloise est tout de même un club historique du territoire guadeloupéen. En revanche, l'ASC Caraïbes est un tout jeune club de Cayenne, né il y a 5 ans seulement. C'est un club qui est en train d'apprendre, qui va peut-être très vite, mais qui manque encore peut-être d'expérience à ce niveau de la compétition. Donc, côté gauloise, les chances sont réelles, d'autant plus que sur le plan technique, eh bien, les Gaulois ont fait preuve d'une belle maîtrise contre les Martiniquais. Seul ombre au tableau, la pluie qui s'est abattue toute la journée aujourd'hui sur Matoury, qui va donc laisser
ici une pelouse plutôt grasse et des conditions qui seront un petit peu plus compliquées pour développer un jeu technique. En tous les cas, les chances sont entières du côté de la Gauloise et on suivra ça de manière très attentive, bien sûr, demain soir à partir de 20h30 heure de Guyane. Ça sera donc 19h30 heure de Guadeloupe. Voilà, et vous serez là, bien sûr, pour nous tenir au courant. Merci beaucoup, Sébastien Gilles, en direct de Guyane. Une délégation guadeloupéenne a participé au Défi Wind à Gruissant dans l'Aude, dans le sud de la France. C'est le plus gros événement windsurf et kitesurf au monde. Il a rassemblé du 18 au 21 mai plus de 1400 compétiteurs du monde entier. Et Lohan Jules a remporté le défi en aileron, toute catégorie. Il termine 20e au classement général. Laetitia Bernard-Weissmeister termine aussi sur le podium en catégorie féminine senior. Le boxeur Lionel Picor a décroché un dernier titre mondial en full contact, signant au passage la fin de sa brillante carrière sportive. C'était à Anglette, au Pays Basque. Avant ce dernier combat, le Guadeloupéen a affiché 7 titres de champion du monde dans cette discipline. Francis Gébrien et Hugo Laridon étaient présents. Voyons leur reportage. La patinoire d'Anglette, théâtre d'un soir pour un champion d'exception. Lionel Picor, légende vivante de la boxe pieds et poings, pour sa dernière séance, il remporte une nouvelle ceinture mondiale. C'est jamais écrit, c'est surtout à mon âge, j'étais plutôt dans un test de progression. Parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, pour fermer, c'est pas évident. Et ça me tenait à cœur parce que je me sens bien et je sens que je peux aller au bout. Donc c'est encore un énième et un dernier super championnat du monde. Plusieurs titres à son palmarès, un retour victorieux sur le ring en 2022. Lionel fait face à une légende de la boxe, favori sur le papier, 10 ans les séparent. Lionel vise les points faibles de son adversaire, il utilise des enchaînements pieds-poings. Moi plutôt qui aurait tendance à rentrer et à mettre moins de coups. Et puis Lionel qui produit beaucoup, qui est assez ouvert, qui se déplace, qui s'accroche et qui remise dans un timing qui lui convient. Agile comme le félin, Lionel ira au bout des 12 reprises du combat. La salle apprécie ce duel où 2 générations de boxeurs ont livré un spectacle d'anthologie qui restera dans les mémoires. J'ai 46 ans depuis 3 semaines, donc pour moi c'est hors norme déjà de perdurer, de performer à cet âge-là. Et le résultat d'une bonne hygiène de vie, de beaucoup d'abnégation et d'un cadre familial exceptionnel. Il y a des années, je lui ai proposé de remonter sur le ring, donc il a accepté, parce qu'il avait complètement arrêté sa carrière. L'année dernière, il nous a fait un joli combat, qui n'a pas duré, en moins de 2 rounds, c'était expéditif. Et là, vraiment, c'était l'adversaire qu'il lui fallait vraiment pour le dernier combat de sa carrière. Et une vraie image du full contact. Franchement, c'était un pur régal. Ce dernier acte sur le ring résume la brillante et longue carrière du Guadeloupéen. Cette ultime victoire, gravée en lettres d'or, sublime un homme dont l'engagement, la rigueur et le courage ont été le moteur de sa réussite. Merci champion. Elles ont fière allure et ne prennent pas une ride. Les voitures anciennes font le bonheur des collectionneurs et émerveillent toujours ceux qui les croisent. Et elles étaient sorties il y a quelques jours à l'occasion d'une exposition à Baïf. Les visiteurs parfois nostalgiques d'une époque en ont pris plein les yeux. Le reportage de Rudy Rilsi. C'est l'une des voitures les plus représentatives des années 60, la coccinelle, et sa forme unique. Elle a marqué l'histoire de nombreuses familles en Guadeloupe. Papa tenait une voiture là, ça c'était première voiture. Donc, quand on a une moteur 1600 là, papa tenait une, elles vont monter 1600 même rouler là. Donc, sans rendre compte après, il a acheté d'autres voitures, qui fait qu'après, moi, on vient de frapper virus là. Steve vient de Sainte-Rose exprès en famille pour admirer la coccinelle de son enfance. Une passion qu'il a transmise à ses enfants. Imani a 6 ans. Elle connaît déjà les marques les plus appréciées des passionnés. Les Porsche, les coccinelles, une DS. Des souvenirs, il y en a partout sur ce parking. Jusqu'au crépitement de l'appareil photo de ce visiteur qui immortalise tout sur son passage. On a visité, on a regardé, ça nouveau en Guadeloupe, on a trouvé ça belle. Donc fait 2-3 belles photos pour garder souvenir à tout ça et puis ça qui était. Pour voyager dans le temps, oui, ces anciens modèles sont photographiés, mais ils se sentent aussi.
Pour voir leur qualité, tout ça. Parce qu'on me dit tout de bien sur ces genres de voitures. Quelle que soit la génération qui connaît pas la fameuse mobilette Grenat, Roselyne s'y est attachée depuis l'âge de 9 ans, au point qu'elle fasse partie intégrante de sa vie, jusqu'à aujourd'hui. J'ai travaillé dans la mobilette, j'ai travaillé dans les champs de canne, dans les champs de melon. J'ai également élevé mes enfants dans la mobilette, emmené mes enfants à l'école à la mobilette. En fait, la mobilette, c'est mon histoire et c'est ma passion aussi. En fin de compte, Roselyne est une passionnée de tout ce qui est populaire. Parmi les marques et modèles exposés, la Dedoche a sa préférence. Mon beau-frère, il en avait une, il venait à la maison assez souvent. Et assez souvent, on allait à la plage avec mon beau-frère et ma petite sœur avec la 2 chevaux. On va voir la Jaguar. Populaire ou luxueuse, aujourd'hui, tous les véhicules exposés ont été publicités à l'image de cette Jaguar et de tous les souvenirs qui vont avec. Avant de se quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, c'est la découverte d'un nouveau corps sur la plage de Sainte-Claire à Goyave ce matin. Il s'agit d'un des pêcheurs porté disparu depuis le chavirage de l'embarcation jeudi au large de Capesterre. Et puis le corps de la dernière victime aurait également été découvert ce soir. Information à confirmer. Retour de l'info en radio demain dès 5h avec Florence Péroumal. 6h15, la grande interview, votre rendez-vous politique avec Claude Danican. Il recevra Dominique Biras, le président du CIVAD. 13h en télé, Eddy Golabcan. 19h30, Jérôme Bouécasse. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, merci et bon début de semaine.